En régie. Eh bien, nous y voilà. Merci, on a 2-3 petites minutes de retard. On y va. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur cet espace Asimov pour une table ronde qui est dédiée à l'image de l'industrie. On parle beaucoup d'industrie du futur, d'industrie responsable. On va évoquer avec nos 4 invités cet univers de l'industrie, comment lui redonner de l'allure, de la fierté d'appartenance. Alors, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Isabelle Patrier, directrice France de Total Énergie. Bonjour. Également avec nous, Monsieur Bruno Berthet, président du GIM. Bonjour. De l'IAMM, bonjour. Alors, Monsieur Erwan Kotanea, vous êtes président de Sodistra. Bonjour à tous. Bonjour, et puis également très impliqué dans la French Fab. On en parlera dans quelques instants. Et Fabrice Le Sachet, bonjour. Vous êtes vice-président et porte-parole du MEDEF, qu'on ne présente plus. Alors justement, je vais vous donner la parole pour commencer avec un petit tour d'horizon. Vu au MEDEF, vous avez une vision un peu 360 de ce qui se passe. On a quand même ce sentiment depuis plusieurs années qu'il y a un regain à la fois d'intérêt, d'appétence pour l'industrie. Voilà, avec le MEDEF, avec votre savoir-faire et puis les données que vous avez, comment vous voyez cette image de l'industrie aujourd'hui en 2022 ? Je crois que ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Cette réalité, elle s'exprime dans des chiffres tangibles. On a, si j'ose dire, arrêté l'hémorragie d'une certaine façon, puisqu'on se rend compte qu'on a non pas une relocalisation, parce que je suis assez prudent avec cette notion qui est très utilisée. Nous, on est prudent avec ça au MEDEF, mais en tout cas, il y a une localisation de sites de production, ce n'est pas tout à fait la même chose, une localisation de nouveaux investissements qui sont très importants et très dynamiques en France. Donc le site France attire des investissements et c'est une bonne chose. Il attire des investissements dans l'ensemble des territoires et je crois que c'est très documenté par les différentes études de Ernst & Young, de France Industrie, du ministère de l'économie, de Choose France. Donc tous ces batteries de chiffres, on les a. Et puis on a des choses qui sont de l'ordre même symbolique, si j'ose dire. Pour la première fois depuis 20 ou 30 ans, on a un solde net positif d'emploi dans l'industrie textile, plus 3000 emplois solde net il y a 2 ans. Alors dans les Vosges, ça veut dire quelque chose d'important. Moi, ma famille était dans l'industrie textile dans l'Aube. Il y a eu 24 000 emplois de perdus en 30 ans dans l'Aube. Donc voilà, et le solde net dans l'Aube, ce n'est pas tout à fait positif parce que les magasins d'usine n'ont pas du tout remplacé en nombre d'emplois ce qui a été détruit dans l'industrie textile. Et le textile, ça parle, et en plus, c'est un sujet qui est majeur avec tout ce qui est délocalisation et relocalisation. Ouais. Il est assez central. Alors, juste quand même très important, certes, on a arrêté l'hémorragie. Oui. Mais pourquoi il y a eu une hémorragie? Et quels sont les points d'appui pour accélérer? Je ne vais pas dire tous les facteurs. Il y a la compétitivité coût, mais il y a aussi la compétitivité hors coût, dont on ne parle pas énormément, mais qui est très importante. Sur la compétitivité coût, je pense que là, je parle devant un public conquis. Nous, on défend l'idée d'aller plus loin dans la baisse des impôts de production, pas par idéologie, mais parce qu'ils ont énormément augmenté. Ils sont passés de 50 à 80 milliards dans les dernières années. Et finalement, ce qu'on souhaite retrouver, c'est un équilibre, une compétition loyale par rapport à nos voisins européens. Et je prends un seul chiffre. Les exportations, c'est un peu le miroir de cette compétitivité. Dans le bloc européen, on est passé en 20 ans de 17% à 11% pendant le Covid. Alors, il y avait l'aéronautique, il y avait certains sujets, mais c'est quand même le miroir parce qu'on se compare par rapport à la Belgique, à l'Italie, à l'Allemagne, etc. Donc là, il y a un enjeu. Et quels sont les points d'appui pour accélérer? J'en termine par là. Évidemment, la décarbonation. La décarbonation, ça veut dire de l'innovation et des investissements, et donc du financement. Les investissements, ça veut dire plus de marge, et les taux de marge industriels sont un chiffre qu'on suit de très très près. Les capacités de financement aussi, c'est pour ça qu'on a un dialogue avec les banques. Et cette décarbonation, je vous donne un autre chiffre. Au MEDEF, on a calculé, on a publié une étude avec Rexecode lundi. On a calculé que si on voulait atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudrait avoir un regain d'investissement par rapport au business as usual chaque année d'à peu près 35-40 milliards. Et ça correspond, c'est un hasard, à la baisse des impôts de production qu'on veut. Et c'est possible. À Dunkerque, chez ArcelorMittal, ils vont électrifier les hauts fourneaux. Il y a de l'investissement public avec France Relance. Il y a aussi de l'investissement grâce à Gravelines, aux EPR,
On est en train de réinvestir dans la filière nucléaire et c'est très bien. On est en train de faire aussi de l'éolien offshore. Donc tout ça est en train d'être fait de façon conjointe. Et c'est bien d'avoir cette approche que certains appellent holistique, enfin cette approche un petit peu globale des sujets. Et on voit que c'est très vertueux, mais que les carnets de commandes très pleins d'aujourd'hui cachent aussi des difficultés ou des nuages avec l'inflation, la difficulté de se projeter dans certains secteurs, etc. etc. D'approvisionnement. Alors, très bien pour cette mise en lumière du contexte. On va voir peut-être avec vous, alors déjà, on y reviendra comme ça de temps en temps, à voir que cette année, pour la première fois, on a fait une cartographie de l'industrie. On s'est amusé avec les équipes de GL de faire une cartographie de l'industrie pour voir un peu tous les secteurs. Et ça peut donner une vision à chaque fois emblématique et complète du paysage et de l'écosystème industrie. On va voir avec vous, Isabelle Patrier, donc, comment un acteur majeur de l'énergie français aujourd'hui se transforme et va travailler son attractivité, puisque c'est la thématique du jour. Alors peut-être déjà dans un premier temps, nous donner quelques idées sur vos stratégies, vos perspectives de transformation. Et puis après, on évoquera dans un deuxième temps l'attractivité et puis comment vous avez soudé vos équipes autour de ce projet. En effet, bonjour à tous. La transformation de l'industrie sera aussi gage de son attractivité. Complètement. Donc, la transformation fait partie aujourd'hui d'une vraie ambition de Total Energy qui est devenue Total Energy parce que justement toutes les énergies font partie du panel de notre stratégie à ce jour. Aujourd'hui, Total est devenu Total Energy parce que, en effet, gros effort de transformation, cette décarbonation dont on parlait à l'instant, est une nécessité pour arriver en 2050 vers zéro émission nette. Alors comment le faire et comment cette transformation d'une industrie énergétique va impacter des territoires, leur schéma territorial énergétique et toutes les énergies. Alors comment on fait Total Energy en 2015, c'était un mix énergétique avec 65% de pétrole. À fin 2021, c'est 44% de pétrole. Et la trajectoire, elle va diminuer comme ça jusqu'en 2050 avec zéro émission nette. Alors comment on le fait et comment une industrie énergétique se transforme? C'est un challenge, hein, évidemment. Oui. Mais il y a 4 axes de transformation parce qu'on a plusieurs énergies. D'abord, le pétrole doit se décarboner. Alors, dans le pétrole, il y a tout ce que vous connaissez, hein, les carburants qui deviennent biocarburants hein, à partir de biomasse, de déchets. Et on voit très bien que l'enjeu des déchets dans un pays comme le nôtre est majeur pour pouvoir avancer et se transformer. Il y a les plastiques, parce que le pétrole, ça sert à faire des plastiques. Donc comment est-ce qu'on pousse, et on en parlait dans la table ronde précédente, le recyclage avec notre ambition d'être à 30% de plastique recyclé en 2030 et d'arriver à net en 2050, et puis de fournir des bioplastiques hein, à partir là aussi de biomasse. Et il y a les gaz, donc les gaz vont augmenter puisque le pétrole va diminuer, mais ces gaz vont devoir se décarboner, et donc on a un enjeu de gaz vert, hydrogène vert hein, à partir des énergies renouvelables, aussi biogaz à partir de méthanisation, et on parlera du partage de la valeur qui fait partie aussi de l'attractivité industrielle de demain, et notamment de cette valeur différenciée. Et puis il y a les renouvelables, évidemment. On est très engagé dans les renouvelables. Aujourd'hui en France, Total Energy, ce sont 350 unités de production renouvelable, d'électricité donc verte. On est les premiers en biogaz aussi, donc c'est une véritable transformation et de nos métiers et évidemment d'un mix énergétique qui va vers une décarbonation nécessaire de tous les usages. On le parlera tout à l'heure, on peut en parler là déjà maintenant, de cette transformation qui nécessite aussi d'abandonner un certain nombre d'unités industrielles et de les transformer. On a déjà transformé la moitié de nos raffineries, puisqu'elles ont la moitié des raffineries françaises de Total Énergie ont fermé et sont en cours de reconversion. La dernière en date, c'est celle de Grand-Puy en Seine-et-Marne, qui est en train de se transformer en plateforme zéro pétrole, où justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, on va faire la plus grande ferme solaire d'Île-de-France. On va avoir la première unité de recyclage de plastique par chimie
sur le site. La première unité de fabrication de Blowjet, il se trouve qu'on est relié au dépôt de Gargenville qui est entre les aéroports d'Orly et Charles de Gaulle pour pouvoir le faire à partir là aussi de produits décarbonés. Et puis une unité de fabrication de bioplastique à partir de betteraves pour permettre de le faire. Alors une transformation comme ça nécessite effectivement de se projeter dans les énergies de demain, de décarboner notre mix énergétique, mais ça signifie aussi transformer les choses avec des équipes qui avaient des métiers et qui devront devoir se tourner vers des métiers différents demain. Donc c'est une transformation pas simplement industrielle, pas simplement en termes d'investissement, c'est aussi une transformation de l'humain au cœur de nos entreprises et de ces bassins d'emploi, parce que nos sous-traitants aussi vont devoir se transformer, vont devoir se repositionner sur des activités et des compétences qui seront différentes demain. On va revenir sur ce volet de la transformation de l'humain et des équipes juste après. On va enchaîner avec vous, Erwan. Vous allez nous raconter... alors, on parle un petit peu de la French Fab, mais il y aura vraiment aussi, on parlera de la Mayenne et puis de l'industrie dans votre région. On peut avoir un petit mot sur la French Fab, que maintenant on connaît tous sur ce salon, mais qu'il faut encourager, qui est devenu un label au fil des ans, qui est aujourd'hui très prisé, qui est reconnu, qui donne goût en fait à l'industrie. Racontez-nous cette belle histoire. J'espère que ça donne goût. Et bonjour à tous. Donc, en fait, je ne sais pas si tout le monde se souvient, il y avait un petit coq rouge qu'on voyait un peu partout, qui était pour les startups, la French Tech, un signe de ralliement. Et je dois avouer que je faisais partie des gens qui étaient très jaloux de ça. C'est-à-dire qu'au moins, ils avaient un signe de ralliement. Et quand on est à l'autre bout du monde, c'est bien de reconnaître un peu, c'est un peu comme une cousinade. On ne connaît pas tout le monde, mais on est tous au même endroit. Donc c'était un peu ce but-là. Et un jour, il y a Nicolas Dufour de la BPI qui a lancé un petit logo papier. Et moi, je me suis dit, on a une différence avec la French Tech, c'est qu'on fabrique des choses. Et donc, j'ai imprimé un coq. C'était au printemps 2017. Et donc, c'est parti un peu comme une traînée de poudre, une sorte d'étendard qu'on a brandi. C'est-à-dire que ce n'était pas une structure organisée, c'est vraiment parti des territoires. Et donc, le premier coq imprimé, j'ai fait le tour tout à l'heure. C'est vrai qu'en 5 ans, parce que c'était en 2017, c'est vraiment sympa de le voir un petit peu partout, sous différentes formes. D'ailleurs, il y a eu quelques produits dérivés. Mais c'était un système. En juillet 2017, j'avais fait donc le logo en 3D et on l'a balancé sur les réseaux sociaux en open source. Je dirais que le principe était de dire, emparez-vous de l'étendard, ayez cette envie afin de montrer ça. Et l'objectif était de dire, on parle beaucoup d'attractivité de l'industrie. Si déjà on n'est pas fier de ce que l'on fait, comment on peut donner envie à des gens de venir? On est parti en Allemagne. On est parti en Allemagne donc, sur cette période 2018 ou 2019, je ne sais plus, à la foire d'Hanovre. Et on est revenu regonflé à bloc sur cette notion de dire on peut être fier de ce que l'on fait. Et donc on a déployé. Ça, c'est les images que vous avez là, c'est le lancement de la jeune fille d'ailleurs qui a le coq dans les mains. Elle bosse dans la course automobile en Allemagne. C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Oui. De Sarah Kramer. Bon. Et il y avait les 100 ans aussi ce matin d'un exposant, là, voilà. Le fondateur donc, de boîte. Il y a eu cette tournée de la French Fab qui a été lancée, qui a irrigué tous les territoires. Donc c'était en c'était janvier 2019. On a eu des actions concrètes derrière avec des écoles de production qui ont été mises en place un petit peu partout. Il y a vraiment une dynamique. Donc c'est absolument pas c'est un mouvement, même pas un label. C'est une caractérisation d'envie, cette envie d'avancer, cette envie d'embaucher, cette envie de former, de transmettre. On a évidemment sur cette partie de transition écologique géré une démarche aussi parce que une fois qu'on a retrouvé la fierté, une fois qu'on a donné l'envie, on s'est fait rentrer des ressources et les ressources que l'on s'est fait rentrer n'ont plus du tout les mêmes attentes. C'est-à-dire que dans les entretiens d'embauche, on nous demande de plus en plus maintenant, OK, qu'est-ce que vous faites sur la planète? Quels sont les projets? Quels sont les sens, les valeurs? Donc ça, c'est sur cette partie. Et dans les entretiens, c'est des questions qui nous sont posées, puis des questions qu'on pose aux gens. Il y a aussi tout un sujet sur cette partie partage de la valeur en termes de rémunération. On a eu des discussions d'ailleurs là-dessus lors d'un événement à Angers où, une fois qu'on a la fierté, qu'on a l'envie, on a aussi l'autonomie. Je pense que sur la période, on a bien été aidé par le gouvernement, mais toutes les entreprises, tous les entrepreneurs et les salariés, c'est-à-dire les gens qui composent les équipages au sein de cette French Fab, au sein des territoires, on fait ce qu'il fallait, des TPE, PME, et le coq bleu de la French Fab était un petit peu un passage de témoin et une source de réseau et d'échange. Parce que quand on est comme ça en pleine mer ou en pleine tempête, parfois on se sent un peu tout seul, et donc ça a été une communauté qui a bien joué ce rôle sur la période, je pense. Ouais.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une communauté très forte et qui se consolide d'année en année et de mois en mois. Bruno Berthet, juste, on va vous aussi avoir votre regard sur cette thématique, comment redorer l'image de l'industrie, comment donner envie à la jeune génération. On voit, vous le savez aussi dans votre filière, le gym, que les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin des jeunes talents, elles ont besoin de l'énergie des jeunes et de leur créativité. Et comment donc au gym, comment vous travaillez cette fierté d'appartenance? Alors, dans les industries de la métallurgie, bien entendu, attirer des jeunes talents est au cœur de nos préoccupations, et aussi, bien sûr, conserver les talents un peu plus anciens. Je crois qu'une grande étape a été franchie ces dernières années. Encore faut-il conserver cet acquis. Et je crois que, globalement, aujourd'hui, on peut dire que les Français aiment à nouveau leur industrie. Alors, pas 100%, mais il y a une vraie évolution. Il y a une étude IFOP qui a été faite, commanditée par l'UIMM il n'y a pas très longtemps, qui démontre que en gros 90%, je crois que c'est 89, 90% des Français sont favorables à l'industrie et 91% sont attachés au Made in France. Alors ça, c'est super. Par contre, c'est peut-être un peu théorique. Et probablement ce sur quoi il faut qu'on travaille aujourd'hui, dans la métallurgie, peut-être dans d'autres secteurs aussi, en tout cas dans la métallurgie, j'en suis certain, c'est de passer du théorique au concret. C'est-à-dire que le Made in France, on sait tous que le Made in France est absolument super, et on regrette d'ailleurs beaucoup que notre voisin n'achète pas plus Made in France. Et puis, à titre personnel, soi-même, on se dit quand même que l'automobile allemande, parfois, elle est sympa. Donc, il faut passer du théorique au concret, aller plus loin. Comment on peut passer à cet aspect concret? Comment attirer réellement des talents dans nos industries? Je pense que dans les éléments finalement positifs, dans toute crise, il faut trouver des éléments positifs. Dans les éléments positifs de cette extraordinaire crise sanitaire du Covid, il y a le fait que les entreprises ont retrouvé auprès des Français une raison d'être supplémentaire. S'il y a bien un secteur qui a démontré sa résilience, démontré sa capacité de s'organiser, démontré son attractivité, ce sont les entreprises, et notamment certains secteurs industriels, que je connais mieux que d'autres entreprises. Donc ça, on a un terreau qui est positif, on a une base qui est positive. Au-delà de ça, dans l'industrie, on a très majoritairement des emplois qui sont qualifiés. Qualifiés, ça veut dire plus rémunérateurs, de facto. Et ça, c'est vrai jusqu'au niveau des opérateurs. Le monde de l'industrie a fondamentalement évolué. Une industrie, une usine métallurgique aujourd'hui a quand même beaucoup changé par rapport à l'époque de Zola. L'industrie 4.0 est une réalité. Et puis, c'est du concret. L'industrie, c'est avant tout un travail d'équipe. On n'est pas industriel tout seul dans son coin. On ne peut produire quelque chose qu'en équipe. Et ça, je pense que c'est une notion qui est forte, qui résonne assez largement auprès de nos jeunes, notamment. Et l'environnement dans lequel s'inscrit l'industrie a beaucoup changé. Donc tout ça, ça nous fait des points qui sont positifs. À nous, bien sûr, de savoir les exploiter. Je crois en un mot de ne pas nous contenter de cette notion théorique. Oui, l'industrie, c'est super. Maintenant, aujourd'hui, ça y est, il n'y a plus de politique qui ose dire en fait, l'avenir de la France, c'est le tertiaire. L'industrie, c'est bon pour les étrangers. Ouais. Ça y est, il n'y a plus personne qui ose le dire. Maintenant, il faut vraiment passer au concret et rapatrier. Alors, si vous voulez des noms, je peux en donner parce que en plus, c'est plutôt des camarades. Bon, on va voir. Alors justement, on revient avec vous. On revient avec vous, Isabelle, pour justement voir comment vous travaillez de l'intérieur, parce qu'il y a des bases, Bruno vient de le rappeler, les bases sont là, les fondements sont là, on retrouve l'appétence pour l'industrie. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Vous, ce que vous avez mis en œuvre, alors on peut revenir Peut-être qu'on va revenir sur deux projets qui peuvent faire la transition. Voilà. Exactement.
Ces deux projets-là, le précédent OneTech, par exemple? Non, le précédent. Celui d'avant, il est là. Voilà. Le projet hydrogène. Vous voyez deux projets qui sont assez intéressants en termes d'attractivité. On parlait des jeunes et de l'attractivité industrielle. Quand vous avez des projets qui sont l'un d'hydrogène vert, qui va être probablement le plus grand projet de production d'hydrogène massif vert de France, qui va être dans le sud à côté de Marseille, ou quand vous avez les premiers démonstrateurs d'éoliennes flottantes au large de Port-la-Nouvelle qu'on est en train de travailler et qu'on vient de finir le design, en fait, les jeunes ne voient plus du tout l'industrie comme l'industrie historique qui n'attirait pas. Aujourd'hui, rentrer dans des équipes pour travailler sur des projets de production d'électricité à base d'éoliennes en mer ou sur des projets de décarbonation à la fois de l'industrie et des mobilités, ça attire les jeunes. Alors sur le slide suivant, vous le voyez, on a pour cela essayé de mixer des équipes qui demain doivent travailler ensemble. Ça s'appelle OneTech. En fait, on a mis dans une seule branche les plus de 3000 personnes qui travaillent sur la recherche, le développement, les technologies, les nouvelles technologies, l'innovation et ce qu'on appelle les chasseurs de carbone, parce qu'il faut qu'on décarbone les énergies qu'on vend, mais il faut que nous-mêmes, on décarbone nos unités. Et donc tout ça, c'est un enjeu majeur de transformation pour une entreprise comme la nôtre. Et une compagnie comme Total Energy doit le faire en faisant monter en compétence ceux qui étaient sur les métiers qui étaient nos métiers historiques, pour faire monter aussi en compétences des jeunes qui vont arriver sur nos nouveaux métiers. C'est OneTech, c'est l'objectif. Quand vous aviez quelqu'un qui avait une compétence sur l'offshore pétrolier, et ben en fait, il va permettre à une équipe de monter en compétence sur l'éolien offshore. Quelqu'un qui travaillait sur les biocarburants, enfin sur les carburants, va devoir aider ceux qui vont travailler sur la biomasse pour retrouver les mêmes spécificités pour que ce carburant puisse être aussi efficace dans une motorisation identique. C'est ça l'enjeu, c'est de laisser personne sur le chemin et d'essayer de montrer que l'industrie se transformant, les métiers se transforment, les compétences se transforment, et c'est ça qui attire les jeunes. J'étais la semaine dernière à Saclay, qui est un écosystème assez exemplaire en France. La plus grosse concentration d'ingénieurs en Europe. On n'en parle pas suffisamment de ce plateau de Saclay quand même. Voilà, et donc on a une équipe qui s'est positionnée à Saclay dans cet écosystème hyper dynamique, hyper innovant, avec énormément de jeunes. On n'arrête pas de recruter des jeunes qui arrivent, qui travaillent tous sur le stockage de l'énergie électrique, la capture de CO2, toutes les innovations qui porteront demain une transformation d'une entreprise comme la nôtre et qui vont permettre aussi de se transformer. Alors là, je vous parle de gens qui sont des ingénieurs. Il n'y a pas que les ingénieurs qui travaillent dessus. Et aujourd'hui, l'industrie, pour être attractive, il faut qu'elle attire aussi tous les jeunes qui vont demain être opérateurs sur des drones, opérateurs de tout ce qui est connexion. Et il faut qu'on ait la capacité, nous, collectivement, de leur montrer que l'industrie, c'est attractif. Ce sont des nouveaux métiers, de nouvelles technologies qu'ils vont apprendre et qu'eux-mêmes nous aideront à faire nos transformations. En fait, c'est ça. C'est comment est-ce que les jeunes, demain, vont nous aider à nous transformer parce qu'eux-mêmes auront et vont acquérir ces compétences de transformation. Bien sûr, ça va être un travail collectif. Bruno, vous voulez rajouter un petit quelque chose rapidement après peut-être simplement pour renforcer ce que disait à l'instant Isabelle. En fait, s'il y a bien un secteur qui va décarboner la société, qui va nous permettre d'évoluer dans le bon sens, c'est bien l'industrie. Oui. L'industrie, c'est pas là où on fait du carbone et où on tourne dans le mauvais sens. L'industrie, c'est pas un problème, l'industrie, c'est la solution. C'est là où on va inventer la technologie qui permet de continuer à progresser, de continuer à nous développer, tout en émettant de moins en moins de carbone. Erwan, peut-être on va prendre l'autre casquette. Il y a le côté French Fab. Vous, en tant qu'entrepreneur en région, vous êtes dans la Mayenne, hein, c'est ça? Oui. Comment ça se passe avec les jeunes? Comment vous avez développé à l'échelle du territoire à la fois un maillage, à la fois une connexion, une reconnaissance avec les gens de façon à ce que voilà, l'industrie chez vous soit une belle porte d'entrée dans la profession? En fait, je dirais que là, c'est un travail qui a été entrepris par l'intégralité des acteurs. Il y a eu un gros travail qui a été fait en Mayenne avec le MEDEF, avec l'UIMM, de proximité avec les jeunes au collège, au lycée, les CCI. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un maillage
L'avantage de la Mayenne, c'est que c'est un petit territoire, donc tout le monde se connaît. On n'a pas les moyens de s'engueuler, donc on est obligé de tout faire ensemble, parce qu'on se recroise régulièrement. Donc nous, le seul moyen qu'on a, c'est de travailler ensemble. Donc il y a eu un gros travail de fait il y a longtemps, et qui paye ses fruits aujourd'hui. Je dirais que je ne sais pas si on peut parler de modèle mayennais. Je ne suis pas mayennais, moi. Donc j'ai acheté une boîte là-bas il y a quelques années, mais il y a vraiment eu une mobilisation du territoire il y a plusieurs années. Donc ce contact avec les jeunes, les industriels et les salariés des entreprises ont servi de trait d'union entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise, entre le monde de l'entreprise et le monde de l'emploi, parce qu'on parle beaucoup des jeunes et de l'attractivité. Il y a aussi cette notion de maintien en compétence sur des boîtes qui vont de plus en plus vite. Et surtout, on a énormément travaillé sur la capacité à accueillir, parce qu'on parle beaucoup d'attractivité, de faire venir, mais il faut réussir à les garder, les gens qu'on arrive à faire venir. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur cette notion de tutorat, de mentorat et de transmission. Un élément aussi sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est qu'on s'est battu pour avoir la fibre optique il y a très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai fait ma nouvelle usine en 2016, la première question que j'ai posée au maire, c'est à quel moment j'ai la fibre optique? Parce que cette notion de télétravail était pour moi une nécessité absolue. Parce que moi, je suis nul en recrutement, en ressources humaines, mais je mets la compétence avec qui j'ai envie de bosser, je me débrouille pour pouvoir travailler avec elle là où elle se trouve. Donc, on a développé le télétravail bien avant le Covid. Quand le Covid a survenu, on a eu un système informatique qui a tenu. Alors qu'on a une PME de 45 personnes, il y a même des grands groupes qui me disaient mais comment t'as fait? Et je dis j'ai juste eu de la chance. Mais donc on a vraiment travaillé sur cette notion. C'est comment on met les bonnes conditions pour inciter. Aujourd'hui, clairement, quand on pose la question est-ce qu'on a des problématiques de recrutement, alors ça peut paraître hallucinant, et moi j'en ai aucun. J'ai pas de problématique de recrutement. C'est-à-dire qu'on recrute des gens. J'ai encore recruté 2 cette semaine, un qui va rester bosser à Nantes et l'autre qui avait habité à Paris. Il y a Damien Marc qui a une boîte qui s'appelle JPB System. J'étais chez lui hier soir. Il a acheté une maison dans laquelle il loge ses nouveaux collaborateurs. C'est-à-dire qu'on est obligé de changer nos modes de fonctionnement, les faire venir, donner les bonnes conditions, loger les gens pendant la période d'essai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme avant. On ne peut plus recruter comme avant. On ne peut plus manager comme avant. Tout bouge. Et ce changement, on parle de développement durable. Il faut déjà commencer par nos entreprises. Avoir les moyens, retrouver les moyens, les ressources pour pouvoir investir sur tout ce qu'on évoquait sur cette notion de transformation, parce que c'est des coûts. Je suis assez partisan de la réduction des impôts de production en s'engageant, nous, sans qu'on nous mette de la loi sur notre volonté d'investir sur les choses, que plus on nous laissera libre, plus on sera efficace, paradoxalement. Et donc, ou non, sur le territoire, c'est que je pense aussi, et je termine là-dessus, que le Covid a démontré que les solutions, elles sont dans les territoires. Et que des textes écrits à l'intérieur du périph' sont rarement applicables en dehors. Et qu'il faut laisser les gens sur le terrain faire les choses. Le bon sens paysan, ça a servi pendant des siècles et des siècles. Je pense que ça peut continuer. Alors, bon sens paysan. On reste un petit peu sur la formation, peut-être Fabrice, oui. Avec justement, et on évoquera après Industrie, là du côté Total Energy. Sur les jeunes, le MEDEF, on sait que vous avez beaucoup d'actions dessus. Mais voilà, comment vous œuvrez justement avec les jeunes aujourd'hui? On vient d'avoir un regard, il y a le territoire bien sûr qui est essentiel, il y a les nouveaux modes de travail qu'on diffuse. Et vous, alors, au niveau du MEDEF, comment vous allez chercher les jeunes et comment vous les intéressez? Déjà, il y a un énorme succès collectif. Oui. C'est l'apprentissage et l'alternance. On va être à quasiment 700 000, je crois. Il y a quelques années, je crois, 4, 5, 6 ans, on était à 250, 260 000. Complètement, il y a eu un boom. Oui, mais c'est une révolution culturelle. Alors, cette révolution culturelle, elle a aussi été aidée par des évolutions techniques. Je veux dire, c'est plus facile de recourir aux apprentis, etc. On a essayé de fluidifier ça, et ça a été des combats très forts du MEDEF, mais aussi de tous les syndicats professionnels. Vous parliez des ingénieurs et de Saclay. Oui, il y a Saclay, mais on a besoin de 60 000 ingénieurs par an. On n'y est pas tout à fait. Donc nous, dans la plateforme présidentielle au MEDEF, on a vraiment insisté sur les formations d'ingénieurs. Il y a besoin finalement de personnes compétentes à tout niveau, à toute échelle. Il y a besoin de réintroduire les matières scientifiques. On a plaidé pour que les mathématiques soient remis dans le tronc commun. Ça va se faire. Oui, ça a été des faits, ça va se faire. Il fallait y aller, quoi. Ouais, mais ça va se faire, mais on a porté le truc. Donc on a aussi embêté en posant le problème. On n'était pas les seuls, évidemment, mais en mettant ça sur la place publique, on a montré que c'était quelque chose d'important pour les entreprises et pas du tout d'anecdotique. Et puis après, il y a des compétitions. J'étais hier à l'UMM, je pense qu'un certain nombre d'entre nous étaient là-bas. Il y avait World Skills, un truc extraordinaire maintenant qui prend une ampleur phénoménale. Qu'on peut voir sur le hall 5, il est de l'autre côté sur le stand GIA Avenir. J'ai fait de la pub pour le hall 5, mais restez un peu ici.
Et du coup, il y a cette édition mondiale qui se tiendra à Lyon. Il y a 85 pays qui seront représentés. Et là, il y a une lutte d'influence pour les référentiels métiers, pour essayer... Voilà, parce qu'après, quand on a des gens dans les pays où on va à l'export qui sont formés selon nos référentiels, c'est plus simple d'embaucher. C'est plus simple aussi d'avoir des clients qui achètent nos produits et nos services. Et je rebondis sur les services parce que je pense qu'aujourd'hui, on est revenu du mirage du pays sans usine. C'était une phrase maladroite et puis elle a été un peu sortie du contexte de Serge Turuc à l'époque d'Alcatel-Lucent, mais ça traduit quand même la conception qu'à un moment donné, l'économie du savoir, c'était une économie tertiaire. Et puis on a bien vu, même pendant le Covid, qu'on revenait vite aux fondamentaux, que lorsqu'on ne produisait pas de principes actifs des médicaments, puisque 80%, plus de 80% des principes actifs sont produits en Chine et en Inde, ça pose un problème. Et donc il fallait avoir cette fameuse souveraineté industrielle, mais qui se décrète pas, qui se construit. Et si on veut avoir une souveraineté industrielle, on ne peut pas continuer à être un comptoir commercial, on ne peut pas continuer à accepter un déséquilibre des règles de concurrence mondiale, on ne peut pas accepter que l'industrie française réduise ses émissions de CO2 assez drastiquement et d'importer des fuites de carbone. Ouais. Je vous rappelle quand même qu'on importe en France 2/3 de nos biens manufacturés. Hein. Oui. 2/3, ça pose de problème à personne. Donc ça, c'est un vrai enjeu sur la balance commerciale, mais pas que. Ça veut dire qu'on a perdu quand même des capacités dans des filières entières. Et c'est pour ça aussi qu'on se projette certes sur l'avenir l'hydrogène, mais on veut garder les filières qui fonctionnent et qui peuvent évoluer et que certains veulent clouer au pilori. L'aéronautique, le nucléaire sont des filières d'avenir, sont des filières où il y a de l'innovation, où il fallait réinvestir, donc on le fait. Et puis ça, c'est une vision, et j'en termine par là. Ce qu'on disait, il faut attirer des jeunes, il faut donner du sens, etc. Mais quand on a vu le discours de certains jeunes d'Agrotech Paris, ça correspond à l'époque où il y a cette méta-lutte croissance-décroissance, qui est une folie, puisqu'on est certain que si on veut un haut niveau de protection sociale, il faut financer ce système social. Si on veut accélérer dans la lutte contre le changement climatique, il faut financer les innovations. Et donc là, je crois que c'est à nous de démontrer que c'est plutôt en bossant dans nos entreprises qu'on a un certain solutionnisme technologique, même s'il faut faire d'autres efforts. Et ça, c'est à nous de faire cette démonstration quotidiennement. Et je crois qu'ici, il y a des stands partout qui le démontrent et il faut le faire savoir. Et il ne faut pas avoir honte dans le débat public. Il faut réussir à porter ça dans le débat public. Excellent. Alors, on va rester sur le volet de la formation, peut-être avec quelques mots d'industrie, par exemple, pour donner un exemple de ce qu'on peut faire dans les boîtes. D'ailleurs, de plus en plus de filières maintenant organisent eux-mêmes leurs centres de formation, leurs écoles de formation. On l'a dans le luxe, on l'a dans plein de domaines. Qu'est-ce que vous avez fait chez Total, Isabelle ? Ces dernières années, ça ne vous aura pas échappé, on parle beaucoup de digital, de numérique, et l'école 42 était quand même un modèle du genre. Et notre président, Patrick Pouyanné, un jour s'est dit, mais finalement, moi aussi, je suis dans un secteur d'activité qui est emblématique et qui a sa fierté et qui devrait pouvoir intéresser des jeunes. Et donc, il a créé l'école des métiers de l'industrie de demain, qui s'appelle Industrit, qui se trouve en Seine-Saint-Denis, où on a ouvert cette école l'année dernière, on l'a inaugurée l'année dernière. Son objectif, c'est de former 300 jeunes qui, dans cette école, avec des professeurs qui ont des compétences sur des filières tournées vers l'usine de demain, l'usine 4.0, l'IoT, les drones, la maintenance de technologies futures, le pilotage des nouvelles énergies. Et donc ces 300 jeunes, ils sont pris en charge. On a créé cette école, on a recruté les professeurs. Alors certes, on est une compagnie industrielle, mais sa transformation a montré qu'en effet, on avait besoin d'un certain nombre de profils et on avait besoin aussi de montrer à cette jeunesse qu'elle pouvait être actrice de cette transformation, comme le disait Fabrice. Il vaut mieux être à l'intérieur du moteur pour Bien pouvoir sûr. Le transformer que d'avoir son panneau devant. Et donc, eux font le choix de rentrer dans le moteur, d'être formés pour faire la transformation de ce moteur demain. Et donc, on a la première promo qui est sortie de cette école. C'est des formations diplômantes. Donc, c'est vrai que c'est une certaine fierté. Et en parallèle, on en a parlé tout à l'heure, les écoles de production sont aussi des écoles qui permettent pour certains une ultime chance de pouvoir rentrer dans un cadre intéressant et de produire. Et donc, on a décidé aussi d'accompagner la Fédération des écoles de production
pour les financer, leur permettre dans les 10 prochaines années d'avoir une école de production par département en France. Ce sont des écoles qui permettent à des jeunes de se former, de produire, mais cette production, ce n'est pas une production virtuelle. Cette production, elle est vendue à un écosystème et on ne construit l'école que si l'écosystème est capable d'acheter la production faite par ces jeunes. Et donc ça fait partie aussi de ce que nous considérons, nous, industriels, chez Total Energy, la capacité qu'un grand industriel peut avoir à accompagner un écosystème et une attractivité industrielle et des compétences qui vont devoir se changer et évoluer pour pouvoir passer sur nos métiers de demain. Ce lien entreprise et monde étudiant et monde de la formation et de l'enseignement, la French Fab, par exemple, je me disais, ce logo, il est assez ludique. Les jeunes adhèrent complètement à ce type de réseau, de mouvement collectif. Vous, Erwan, sur le terrain, les jeunes, vous allez à leur rencontre. Quand vous dites que vous n'avez pas de problème d'embauche, c'est génial. L'échelle on n'a pas tous que des problèmes. Non, mais l'échelle aussi joue. Vous avez bonne presse, vous connaissez les gens, vous le disiez tout à l'heure. Donc là, on est dans un cas de figure assez particulier qui est favorable à l'échange, à la bonne connaissance aussi, la bonne perception de l'industrie. Oui, c'est typiquement, je rebondis sur les écoles de production, c'est la Fondation Total. Sans la Fondation Total, il n'y aurait pas d'école de production en France, en tout cas, il n'y aurait pas de possibilité à se développer. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait là-dessus, c'est de dire, les jeunes, on nous parle beaucoup d'inclusion, et le meilleur moyen de faire de l'inclusion, c'est de donner des formations exclusives. C'est-à-dire que si on donne à une personne en difficulté une formation de maintenance ou sur un métier dont les autres ont besoin, il sera embauché sans tenir compte de l'histoire. Donc c'est cet accompagnement, cette découverte le plus tôt possible. Et moi, ce qui me marque dans les écoles de production, c'est souvent les jeunes viennent avec leurs grands-parents. Ça veut dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, ça a dérapé, et il y a des jeunes qui juste leur redonner l'envie, faire pour apprendre, basculer, ouvrir les portes des entreprises sur la partie alternance stagiaire. Moi, sur la période de Covid, j'avais réouvert les vannes dans mon bureau, j'avais que des stagiaires, parce que là, on ne pouvait pas les mettre en télétravail chez eux. Bon. Bien sûr. Donc ça veut dire cette notion de matin, on a loupé un sujet, je pense, sur la période Covid. C'est peut-être un retour d'expérience à avoir. Je pense qu'on aurait pu maintenir ouvert, plutôt que de faire du chômage partiel ou l'activité partielle, d'inciter nos salariés à former des jeunes dans les entreprises. Ça veut dire réussir à maintenir une activité, un complément d'activité par la formation, et donc d'aider et de financer des formations au cœur des entreprises. Je pense qu'on a des modèles à réinventer. Les jeunes ont envie. Je pense que les jeunes sont plusieurs à avoir des solutions immédiates, moyen terme, long terme. Et je pense que si on réussit à faire cohabiter les gens qui vont bientôt en sortir, alors de plus en plus tard a priori, mais qui vont en sortir et les jeunes qui vont y rentrer, je pense qu'on a un bel avenir à écrire ensemble. De toute façon, je pense qu'il n'y a qu'ensemble qu'on pourra le faire. Nous, dans les entreprises, à nous de mettre en place ce qu'il faut. Je remercie aussi le MEDEF des actions menées pour nous ouvrir la voie, les syndicats, les filières. Mais je pense qu'on a vraiment, c'est à nous en entreprise, avec les jeunes, avec tout ça, à se saisir des problématiques, comme on s'est saisi de l'étendard pour construire notre avenir. Ouais. Bruno, voilà, ajouter, et après on fera un petit tour de... Vraiment, quelques secondes. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que je crois que la formation est vraiment au cœur du sujet. La formation pour les étudiants, la formation pour l'ensemble de la société. Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer d'ailleurs l'éducation nationale et la formation par les entreprises. Ce n'est pas une opposition, il faut que ce soit complémentaire, que ce soit bien vu comme une complémentarité. Et il ne faut surtout pas non plus que l'apprentissage ou le travail ou l'éducation en alternance soit vu comme par défaut. Que ce soit, comme ont pu le dire malheureusement d'autres camarades dans le passé, en fait on a fait l'apprentissage parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. C'est pas vrai. Donc c'est vraiment un autre type de formation qui convient à certaines personnes beaucoup mieux qu'une formation strictement académique, de la même manière que pour d'autres étudiants, une formation strictement académique est meilleure. La formation dans les entreprises est une formation, est une éducation de premier plan, et ce n'est pas une éducation par défaut. Très bien, il nous reste 1 minute. On peut se dire un petit mot-clé comme ça ou un petit message pour justement donner envie de l'industrie.
Mais Isabelle, vous êtes un exemple vivant voilà, d'un parcours réussi. Allez-y. Je crois que l'industrie, elle doit dire ce qu'elle va faire. Et puis après, il faut qu'elle fasse ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Et donc, il faut qu'elle dise comment elle va se transformer. Puis après, il faut qu'elle le fasse. Et donc, il y a des indicateurs, il y a des réussites. Et je pense que les jeunes, quand ils sont à l'intérieur, ils savent comment nous amener à réussir. Je crois que c'est le mot le plus heureux, c'est de se dire qu'on a des gens qui ont envie, qui vont nous transformer et qui vont porter cette transformation ambitieuse mais réaliste. Très bien. Bruno, le mot de la fin. En un mot, pour un meilleur monde demain, l'industrie, ce n'est pas un problème, c'est la solution. Très bien. Erwan. Je pense que dans l'industrie, on n'a pas l'habitude de faire ce qu'on peut, on se contente de faire ce qu'il faut et ça suffira, je pense. Très bien. Fabrice, le mot de la fin. Si on aime l'industrie, il faut pouvoir construire des usines. Et donc, il faut donner de l'accès aussi aux fonciers. Ça, c'est un problème très important. Donc, on ne peut pas d'un côté dire on aime l'industrie et de l'autre côté, pas pouvoir construire des usines. Voilà. Bien. Ça sera le mot de la sujet. fin. Voilà, c'est le prochain sujet d'une table ronde. On envoie le sujet à Christophe. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. On peut vous applaudir. Et puis, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette table ronde. Excellent. Excellente journée sur Global Industrie.